Bonjour à tous, c'est Caropis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Chloé qui a son compte Instagram. Je vous le mettrai en barre de description avec son lien et tout ça. Euh, Elle est coach en amour de soi et c'est pour ça aujourd'hui je l'ai invitée pour qu'elle vienne se présenter. Et la thématique générale de cette interview, ça va être la dépendance affective. Mais vous verrez qu'on va faire une cible sur les couples. Mais elle va nous expliquer tout ça. Donc bonjour Chloé. Caro, bonjour, merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Je te laisse continuer ta phrase parce que je crois que tu n'avais Oui, pas fini. non, pas du tout. Bah, du coup, je vais te demander de te présenter, si tu peux te présenter toi personnellement. Voilà. Ouais. Alors moi, du coup, c'est Chloé Merker et donc effectivement coach en amour de soi dans les relations amoureuses. Donc j'ai été certifiée, pour ceux qui connaissent, par l'école MHD Formation. Et du coup, mon corps de métier, c'est d'aider les femmes qui ont des problématiques dans leurs relations amoureuses. Donc généralement, c'est des femmes célibataires ou qui entrent tout juste en relation, mais qu'en fait, c'est des relations qui ne durent pas dans le temps parce qu'il y a des schémas qui se répètent, des scénarios de déception amoureuse qui se répètent à chaque fois pour cause de blessures affectives dont on va parler, pour cause de croyances limitantes, pour cause de postures relationnelles qui ne permettent pas à l'autre de trouver sa place ou qui ne permettent pas à la relation de bien se dérouler de manière saine. C'est ce genre de femmes-là que j'aide en leur apportant justement un accompagnement ciblé autour de l'amour de soi, parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans tous les problèmes relationnels, et plus particulièrement autour de la dépendance affective, des relations toxiques, finalement, je suis toujours avec des hommes indisponibles ou finalement avec des personnes qui me renvoient cette image que je ne mérite pas l'amour, c'est toujours des petits problèmes sous-jacents qu'on a au fond de nous, autour de notre propre valeur dont on n'a pas toujours conscience. Donc, je fais vraiment le lien entre blessure relationnelle et amour de soi, qui est en fait la solution pour pouvoir régler tout ça. D'accord. Et est-ce que tu pourrais parler justement de toi, ton propre rapport avec la dépendance affective dans ton parcours personnel? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai été la plus grosse dépendante affective que le monde ait pu faire. Franchement, c'était. Je me suis pas intéressée à ce sujet-là pour rien. Ça a une résonance toute particulière pour moi. En fait, moi, je pense que j'ai toujours été dépendante affective. Déjà, mon schéma familial, on va en reparler de toute façon en détail, hein, mais la dépendance affective, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Elle arrive parce qu'à un moment donné, dans notre enfance, on a déjà été dans un cocon familial propice à ce genre de blessure, à ce genre de manque, et ensuite qui s'est révélé et qui s'est un petit peu embourbé, un petit peu comme l'effet boule de neige, dans des événements de vie qui ont révélé ça, qui l'ont approfondi et qui l'ont creusé. Et donc finalement, là où ma dépendance affective, elle s'est vraiment creusée, ça a été dans mon adolescence, donc entre mes 13 et mes 13 et mes allez, 18 ans, peut-être même 19 ans, où finalement, les rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré ces personnes parce que j'avais déjà des blessures à l'intérieur de moi. Et en psychologie, on dit que nos choix de partenaires ne sont pas faits par hasard, mais en fait, on choisit des personnes pour inconsciemment guérir les problèmes que l'on a et les tester pour les guérir et pour les améliorer. Et moi, j'avais visiblement pas compris la leçon. Du coup, je les ai choisis inconsciemment, mais je les ai encore plus creusés. Mais c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Et du coup, voilà, j'ai fait plusieurs rencontres, dont deux qui ont été vraiment mauvaises pour moi, puisque j'ai été abusée sexuellement par deux personnes différentes. Et puis après, c'était des rencontres qui m'en ont juste appris sur qu'est-ce que c'était que s'aimer, qu'est-ce que c'était que le vrai amour par opposition à ce qui n'en était pas. Donc moi, j'ai beaucoup connu ce qui n'en était pas. Et c'est vraiment plus tard, en me choisissant, en m'aimant davantage et en lâchant prise aussi sur toute la pression que je mettais autour des relations amoureuses, que j'ai pu connaître heureusement ce que c'était que le vrai amour et que je le connais aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu flou, mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu clair. Donc j'espère que ça te convient. D'accord. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et là, tu viens de parler de vrai amour. Et toi, vu que tu te dis être dans ce cas de figure, qu'est-ce que pour toi le vrai amour? Quels sont ses attributs? Alors, pour moi, il y a deux attributs au vrai amour.
Le premier, c'est que la relation en elle-même, elle a un fond. C'est peut-être trop abstrait, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on remarque souvent dans les relations bateaux qui sont un petit peu comme des coquilles vides, c'est qu'il n'y a aucun partage, il n'y a aucune complicité. C'est des relations où finalement on est avec cette personne juste pour être avec cette personne, mais on pourrait très bien être avec une autre et finalement il n'y a rien qui nous lie. Donc déjà, c'est une relation où dans la complicité et dans le lien, il y a un vrai lien entre les personnes. Ça, c'est la première chose. Et dans la deuxième chose, et c'est peut-être ça le plus important, c'est ce que je dis beaucoup dans tous les lives que je fais ou les vidéos sur la communication de couple, c'est que dans le contrat de la relation, bah déjà, on est sur la même longueur d'onde avec le partenaire, on veut la même chose, on veut avancer vers le même résultat. Et surtout, on a compris que le plus important, c'était de respecter l'autre. C'est des principes qui sont classiques et basiques, mais juste le fait de respecter l'autre, de se respecter soi et de se dire qu'on avance ensemble et pas séparément pour gagner vis-à-vis de l'autre en prenant du pouvoir sur l'autre dans la manière dont on se positionne. Tous ces éléments-là font qu'on est dans un vrai amour parce qu'il y a le fond, mais il y a aussi la forme qui tout autour est dans le respect de soi, de l'autre, les valeurs communes, le fait de communiquer avec l'autre, le fait de s'investir dans la relation. Et rien que le fait de se dire, bah, je m'investis dans ma relation et lui aussi s'investit à part égale, alors pas tout le temps parce que je ne suis pas tout le temps disponible, là je suis plus dans mon travail, là je suis plus pas bien en ce moment, mais de manière générale, on s'aime et on se respecte et tous les deux on s'investit dans la relation. Et ça, c'est un vrai amour, ça. D'accord. Super. Et du coup, si on revenait sur la dépendance affective, comment tu pourrais définir cette dépendance affective, justement? Alors, la meilleure image que je pourrais donner pour définir la dépendance affective, alors déjà, bon, le terme technique qu'on utilise en psychologie, bah, c'est un trouble affectif du lien de l'attachement. Donc voilà, c'est un petit peu technique, mais en gros, ce qu'il faut comprendre par là, pour vous donner une image, c'est, vous savez, vous prenez comment on appelle ça? Pas un vase, mais quand on va faire du jardinage, tu sais, on a souvent un truc pour mettre de l'eau, j'ai oublié le nom. Tu sais, pour arroser les fleurs, en fait, un arrosoir, justement. Oui, oui. Tu prends l'image d'un arrosoir, sauf que dans l'arrosoir, il y a des trous au fond, ce qui fait que l'eau qui est à l'intérieur tombe. Et il faut voir cet arrosoir comme étant notre réservoir affectif, c'est-à-dire qu'au fond de nous, à partir de notre plus petite enfance, à partir du moment où on est même dans notre vie, ce qu'on appelle la vie intra-utérine, c'est vraiment au tout début de notre construction, euh, on a ce réservoir affectif qui se remplit de l'amour de nos parents, de l'amour de nos proches, de notre propre amour pour nous-mêmes, de notre estime de nous-mêmes, de tout ce qu'on prend en fait de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Et ce réservoir affectif-là, il est essentiel pour la construction d'un individu puisque c'est ce qui va nous permettre d'aller faire de nouvelles expériences, de pouvoir avoir assez d'estime de soi pour postuler à un job, pour se faire des amis, pour avoir des relations amoureuses épanouissantes, pour tout un tas de choses dans nos différents domaines de vie. C'est ce réservoir affectif-là qui, quelque part, représente ce que moi j'appelle notre pilier intérieur, c'est-à-dire notre sécurité affective. Pour voilà, vulgariser la chose, on peut prendre la phrase, par exemple, on a tous besoin d'amour, en termes psychologiques, c'est-à-dire que pour vivre, on a besoin d'amour. Il y a énormément d'expériences psychologiques qui ont montré que les enfants et même les adultes, quand on était isolés du monde affectivement, socialement et que personne ne nous donnait d'amour, on mourait. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que la dépendance affective, il faut le comprendre comme un manque puissant et profond d'amour, alors à la base d'amour de ses parents, d'amour de son entourage, mais aussi d'amour de nous-mêmes. Donc le réservoir affectif, il est complètement bas. Pour donner encore une autre image, l'huile moteur de la voiture, il n'y en a plus. Et du coup, notre façon de la remplir, ça va être de se dire, puisque je manque d'huile moteur, il faut que j'aille en chercher ailleurs. Sauf que le problème, c'est que quand on est enfant, on fait comme ça parce que c'est nos parents qui nous donnent de l'amour, sauf que quand on est adulte, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est avec notre réservoir d'amour qu'on va pouvoir investir nos autres relations. Et si on cherche à investir, donc remplir notre huile moteur en allant chercher
l'amour des autres, et dans nos relations, on ne se positionne pas de part égale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais on se positionne en dessous. Et là, c'est la porte ouverte à tout un tas d'abus sexuels, psychologiques, financiers, relations toxiques, ou tout simplement relations où même si l'autre m'aime, moi, je suis tout le temps jalouse, je suis tout le temps angoissée, parce qu'en fait, notre réservoir d'amour, il a des trous à l'intérieur de lui, puisqu'à la base de la base, il n'a pas été construit sainement. Et du coup, même si on arrive à remplir notre réservoir affectif d'amour, ça ne sera jamais assez. Et la dépendance affective se construit autour de ça, c'est-à-dire qu'à la base, on a un réservoir affectif qui est troué, qui n'est pas stable et qui manque de sérénité, en fait. Ok. Donc, ouais, super bien défini, hein, franchement. Et du coup, comment pallier à ça quand on grandit? Comment, quand on s'en rend compte qu'on a conscience, parce que j'imagine que toi, tu t'es dit à un moment donné, tu as pris du recul, tu t'es dit, oula, il se passe quelque chose là, ça va pas trop. Et qu'est-ce que toi, tu as mis en place justement pour pallier à ça et pour combler justement ces lacunes qui ont pu être vécues quand tu étais enfant? Ouais, alors je vais te répondre donc du coup avec mon expérience, moi en tant qu'individu, puis après je vais te répondre en mode coach pour que ce soit plus clair et surtout pour qu'il y ait une ligne de conduite un peu plus claire pour les gens. Moi, en fait, il n'y a pas eu un moment, tu sais, comme dans les films où je me suis assise, je me suis dit I'm gonna love myself. Non, c'est pas du tout passé comme ça. Non, mais en fait, je pense que, comme je te l'ai dit, j'avais vraiment vécu des relations merdiques et complètement dégueulasse, complètement malsaine. Et je pense qu'à un moment donné, dans mon esprit, je me suis dit, en fait, c'est simple. J'ai commencé à remarquer que toutes mes relations étaient nulles. J'ai un truc que je n'avais vraiment pas compris. Du coup, je pense que je vais un tout petit peu prendre de la distance vis-à-vis de ça. Et je me suis dit, si dans mes relations, j'arrive pas à être épanouie parce que soit l'autre abuse de moi, soit l'autre ne m'aime pas, soit il y a une relation, mais en fait, c'est une coquille vide le truc et ça sert à rien. Soit quand je suis en relation, la personne n'est pas investie. Je me suis dit, au moins, la seule chose dont je peux être sûre, c'est que moi, je peux subvenir à mes besoins et je peux cultiver le fait d'être heureuse toute seule. C'est un petit peu le fait de dire, si j'arrive pas à me faire d'amis, au moins, je vais être mon propre meilleur ami. Tu vois, c'est le fait de te dire, au moins, si je ne peux pas être dans une relation avec l'autre, je peux développer une relation avec moi-même qui soit assez sécurisante pour me convenir. Alors, je ne serai peut-être pas heureuse en amour. Moi, je m'étais fait un petit peu une sorte de promesse où je me disais, bon, c'est pas grave, tu ne seras pas mariée, tu n'auras pas d'enfant, personne ne va t'aimer, mais tu vas t'aimer. Tu vois, c'est un petit peu la promesse de se dire, voilà, peut-être que tu ne peux pas être sûr d'avoir une relation avec l'autre, mais toi, tu peux être sûr d'avoir une relation avec toi qui soit saine et sécurisante et tu peux subvenir à ce besoin-là et à cette promesse-là d'amour pour toi-même. C'est quelque chose je pense que je me suis dit inconsciemment et avec le temps que j'ai développé. Mais attention, signal d'alarme, le danger de ça, c'est de trop se dire je peux trop être toute seule. Et le problème de ça, c'est de se renfermer dans sa tour d'ivoire en se disant bon, moi j'ai compris que dans ma tour d'ivoire, tout passait bien parce que c'est moi qui contrôle. Là, je dis oui, là, je dis non, là, je fais ci, là, je fais ça. Et du coup, tu es incapable de laisser rentrer l'autre dans ton monde. Et à chaque fois que tu es en relation avec quelqu'un, c'est tout de suite des rapports très agressifs, très rapides, très dans le jugement, dans le pouvoir, parce que justement, tu estimes que toi, tu es déjà au top et que du coup, finalement, tu vas pas accepter. Tu vois, c'est un petit peu le côté je fais ma Beyoncé et puis j'accepte pas un 5 sur 10, quoi. Mais le problème, c'est que du coup, tu peux plus rentrer en relation avec l'autre. Donc, en fait, quand j'ai été sûre que je pouvais subvenir à mes propres besoins et être indépendante affectivement, moi, ce que je me suis dit, et je pense que c'est le bon schéma de pensée, je me suis dit, de toute façon, moi, ça va. Je me gère toute seule, je sais que je suis stable. Et si tu veux, c'est un petit peu, je ne sais pas si vraiment tu vas comprendre ma métaphore, mais c'est un petit peu comme si tu gérais ton propre capital et tu te dis, bon, cette partie-là, je vais la mettre en bourse, je vais la mettre en test, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça peut que m'apporter quelque chose puisque moi, je gère déjà le maximum. Et ça, c'est bien parce que j'ai pu tester finalement de donner un tout petit peu d'espace à quelqu'un, de donner un tout petit peu de mon temps et de mon affection à une personne pour tester ce que ça donnait. Et quand je me suis rendu compte que quand j'arrivais aussi à gérer l'amour de l'autre parce que moi j'étais stable et que moi j'avais rien à perdre et que je me positionnais là,
c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas, je me suis rendu compte qu'en fait, les relations, c'était assez simple, c'était assez fluide, parce qu'à partir du moment où tu connais ta valeur, que tu sais poser tes limites et que tu sais dire oui aussi, t'autoriser à vivre des choses, il n'y a pas de raison que tu vives des abus ou que tu sois malheureuse, puisque tu peux partir potentiellement et tu peux aussi rester et vivre des choses avec cette personne-là. Donc ça, c'est mon expérience à moi. Mais pour mettre ça un petit peu en mots et en process, on va dire, pour réparer cette dépendance affective, la première chose, c'est d'en prendre conscience et de ne pas s'aveugler derrière des excuses, derrière des mais les hommes, c'est tous des cons, les hommes, c'est tous des ci, c'est tous des ça, mais prendre conscience aussi de sa part de responsabilité dans les rencontres que l'on fait. Ça peut être par exemple le fait de se rendre compte que souvent, moi quand je suis en appel avec mes clientes, on retrouve toujours le même type de profil d'homme, toujours les mêmes types de scénarios, toujours les mêmes types de début de relation, de fin de relation, toujours les mêmes types de blocages, parce qu'en fait, les blessures sont tout le temps les mêmes qui sont ravivées. Et donc, quelque part, on se fait, nous, en effet miroir, c'est toujours les mêmes trucs qui nous empêchent. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour donner des exemples, par exemple, quand on est dépendante affective, moi, c'est ce que j'ai vécu. On est tout le temps dans le paradoxe de je veux du sérieux, mais au fond de moi, je pense que je ne mérite pas qu'un homme s'intéresse à moi pour du sérieux. Donc, de manière très concrète, je ne pense que je ne mérite pas un homme qui veut autre chose que mon corps, en fait. Et souvent tu rencontres des hommes qui te disent oui, moi aussi, je veux du sérieux, mais ça te dit de passer ce soir pour regarder un film Netflix? Donc, toi, tu te dis, si je dis non, bah, c'est mort, il va partir, il va dire que je suis une coincée. Et en même temps, tu te dis, bon, pourquoi pas, après, peut-être qu'il veut du sérieux. Mais en fait, je te raconte une histoire et tu sais très bien que si tu dis oui, bah, ça va aller là. Et toi, tu ne sauras pas quoi dire puisque tu sais pas trop, tu sais pas quoi dire, tu sais pas ce que tu penses, tu n'es pas en accord avec tes émotions. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais du coup, la première chose, c'est de se rendre compte de notre dépendance à l'autre, de notre peur de le perdre, parce que peur de se retrouver toute seule et peur de ne pas savoir quoi faire si on n'a pas quelqu'un dans notre vie. Deuxième chose, c'est être à l'écoute de ses émotions, parce que c'est en étant à l'écoute de nos émotions, à ce moment-là, qu'on peut savoir quels sont nos besoins et qu'on va pouvoir y répondre. Donc, attends, j'ai noté sur ma feuille. Donc, voilà, associer à ces manques nos émotions, nos ressentis, pour pouvoir les identifier. Et une fois que j'ai identifié le besoin qui me manquait, je vais pouvoir moi-même y travailler pour pouvoir y répondre. Comment je fais pour m'apporter, moi, de la reconnaissance? Comment je fais pour m'apporter, moi, de l'amour, moi, de l'estime, moi, de la confiance? Et finalement cultiver, tu vois, cette chose que je disais, nous-mêmes faire notre propre cuisine intérieure, tu vois, c'est ok, je veux ça, bah, moi-même, je vais y travailler et c'est un conseil que je donne beaucoup à mes clientes, c'est que quand tu es en dépendance affective, tu as l'impression que tu as un petit peu une entreprise qui se lance, mais qui a aucun moyen, qui a aucun outil, qui peut rien faire. Sauf qu'en fait, les ressources, tu les as déjà à l'intérieur de toi et il faut juste aller les chercher. Et parfois, le petit pas à faire, c'est de se rendre compte et de se forcer parfois à se dire, j'ai ces ressources, je ne les vois pas, mais je les ai. Donc, même si j'y crois pas, je vais faire en sorte de les trouver et de les chercher et de faire le truc moi-même. Et c'est pour ça que je leur dis souvent, fake it until you make it. C'est vraiment, tu penses que tu n'as pas d'amour à te donner, tu penses que tu n'as pas assez de confiance en toi, tu penses que tu ne mérites pas et que tu n'as pas de valeur. Mais même, force-toi à le penser, force-toi à aller chercher ce mode de pensée et après, tu verras, ça va venir tout seul et tu vas voir ces ressources apparaître. La troisième chose, c'est d'apprendre à construire des relations écologiques. Ça, c'est la base de la base de la base. Mais là, tu as déjà écologique, ouais. Des relations écologiques, des relations saines. Mais là, en fait, on est déjà plus dans la posture. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai parlé de la base qui était guérir ses blessures affectives, écouter ses besoins, être épanoui personnellement. Et là, tu es déjà dans la posture, c'est-à-dire que dans ta relation avec l'autre, tu vas faire en sorte d'accepter et de filtrer que des relations écologiques. Et l'exercice que je donne pour ça, c'est plutôt un outil qu'un exercice, c'est l'outil du du 2D et du 2R. Alors, pourquoi 2D, pourquoi 2R? Parce que dans le 2D, tu sais donner et tu sais demander. Donc, tu sais donner à l'autre. Je reprends cet exemple. Donc, je disais, tu as un capital et puis tu vas tester un petit capital que tu as. Tu vas le tester comme si tu le mettais au loto. Tu vas le tester. Donc, tu apprends à donner à l'autre. Tu apprends aussi à lui demander. Donc,
Par exemple, les besoins dont on a parlé tout à l'heure qui ne sont pas remplis. Si toi, tu as rempli le maximum de ce besoin-là et que tu vois que l'autre ne s'investit pas assez ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli dans la relation pour que toi, tu sois épanoui, ne pas hésiter à lui demander aussi. Et le 2R pour recevoir, donc savoir recevoir aussi l'amour de l'autre, parce que quand on est dépendante affective, souvent, même quand on fait des belles rencontres, on les auto-sabote parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on vit ce genre de truc et on se crée tout un tas de croyances et de possibilités de couteaux dans le dos ou de choses pour justifier le fait qu'on n'a pas de valeur. Donc, apprendre aussi à recevoir l'amour de l'autre. Et très important, apprendre à refuser. Et pour moi, une femme qui est vraiment sortie, entre guillemets, de la dépendance affective, c'est une femme qui sait autant recevoir, autant s'autoriser à vivre et à donner des choses que refuser. Parce que refuser, c'est vraiment le truc qu'on n'arrive pas à faire quand on est dépendante affective. Parce que c'est un petit peu, si tu veux, donner cette image d'un SDF. Un SDF, tu lui donnes ce que tu veux, il ne te refusera jamais rien, même si ce n'est pas bon pour lui, parce qu'il n'a rien d'autre. Et c'est un petit peu ça, en fait, la dépendance affective. C'est se dire que de toute façon, je n'ai rien, donc tout ce qu'on me donne, des relations pas sérieuses alors que j'en veux pas, des abus alors que j'en veux pas, je vais l'accepter parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à donner, j'ai rien d'autre à faire miroiter pour dire que non, je veux pas ce genre de choses. Et ben c'est ça, ta capacité à sortir de la dépendance affective, c'est de se dire non. Même si j'ai pas super confiance en moi, même si tu veux pas de sérieux avec moi, même si je suis même pas sûre de rencontrer un homme qui va se marier avec moi plus tard, moi je veux pas de ça et je veux pas être abusée, je veux pas être violée, je veux pas ci, je veux pas ça. Et en fait, quand tu sors de ce rôle de SDF sentimental à te dire, peut-être que je suis un petit peu marginale, mais au moins je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et je suis capable de donner sans avoir peur, là, tu es vraiment sortie de la dépendance affective. Voilà. Et puis une autre chose, mais ça on travaille plus en coaching et c'est aussi important, c'est de évidemment resolidifier l'estime de soi, donc l'amour de soi, donc l'image de soi et la confiance en soi. Mais ça fait partie de tout ce travail-là. D'accord. Ah, j'ai vraiment le visuel de piliers, on va dire, de structure intérieure, j'imagine, pour faire face au monde et face aux relations. Moi, personnellement, la dépendance affective, je m'y connais bien parce que moi, c'est pareil. J'ai vécu pendant longtemps dans la dépendance affective. Et pareil, je me suis rendu compte que c'était des besoins intérieurs qu'il fallait que je nourrisse, comme un jardin intérieur, comme tu disais. Des choses qu'on nourrit, et au final, on peut les donner après parce que sinon, on n'est que en train de quémander des choses, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Voilà. Et du coup, oui, dépendance affective, du coup, on en a parlé dans le couple. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place justement sur ton compte Instagram par rapport à ça? Tu parlais un peu de coaching tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est exactement ce que tu fais? Justement, c'est un accompagnement. Donc, moi, généralement, je propose un accompagnement sur 5 mois avec 10 séances. Vraiment, si c'est vraiment important, je peux aller jusqu'à 12 séances, mais on ne va pas plus loin. Et donc, en fait, ce que je fais, alors, très généralement, par exemple, la plupart de mes clientes, donc c'est justement des dépendantes affectives ou des femmes qui ont peur de faire confiance à l'autre et qui ont en fait des blessures profondes dont on a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas guéries et qui font que leurs relations sont pas écologiques parce que pas sur le même pilier ou que même si elles sont sur le même pilier avec l'autre, elles n'arrivent pas à être naturelles, elles n'arrivent pas à être fluides. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'au début de l'accompagnement, on s'occupe de ça, c'est-à-dire la base, c'est prendre conscience de mes blessures. Alors, ça peut être blessure d'abandon, blessure du rejet, aussi des événements concrets qu'elles ont vécu dans leur passé, qu'elles n'ont pas assimilés. De toute façon, dans la dépendance affective, il y a un énorme travail de deuil à faire, c'est-à-dire se rendre compte que oui, j'ai peut-être pas eu les parents qu'il fallait à ce moment-là, même s'ils ont fait de leur mieux. Oui, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune et tant pis, c'est comme ça ne fait pas de moi une personne qui a été abusée, genre c'est ma vie, tu vois. Et savoir l'assimiler et savoir se redéfinir autrement que ça, travail de pardon aussi sur l'enfant intérieur. Donc, tu vois, il y a tout ce travail de base pour en fait repartir sur une base saine et stable. Et ensuite, ça va être justement travail sur l'estime de soi, donc ma confiance en moi, ma capacité à remplir mes besoins affectifs, quelles sont mes valeurs, quels sont mes indispensables dans une relation, travailler aussi sur mes croyances de ce que sont les relations amoureuses, de ce que ça doit être. Je travaille énormément sur le fait de cultiver un épanouissement personnel qui soit... tu vois, c'est ce capital dont je parlais, c'est-à-dire si moi je suis épanouie personnellement et de manière authentique, j'ai pas besoin de relations.
Et c'est ça, en fait, peut-être le plus important, c'est de cultiver le fait que je sois heureuse dans ma vie, peu importe si je suis en couple, si je suis maman solo, si je suis ci, si je suis ça. Donc, il y a ce travail-là à faire. Donc, image de soi, confiance en soi, amour de soi. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Après, je travaille, donc là, c'est plutôt vers milieu, fin d'accompagnement sur la posture avec les autres. Donc là, c'est la partie un peu plus pratique. C'est que, par exemple, pour celles qui sont célibataires, bah, ça va être le moment, OK, on teste de se mettre sur un site de rencontre. Quelle description je mets, quelle photo, OK, j'ai matché tel homme, comment je lui parle, échange de screen. Enfin, c'est très concret, tu vois. Et, et voilà, et comment je lui échange ça? Avant, je disais ça, maintenant, Chloé, est-ce que vraiment je peux me permettre de lui dire que non, j'ai pas envie d'aller chez lui à 23 heures pour regarder un film, tu vois? Enfin, des petites choses comme ça, c'est finalement adapter la posture pour savoir le faire au quotidien. Donc voilà, c'est en ça que consiste mon accompagnement. Je sais pas si ça a résumé ta question, mais sur Instagram, voilà, sur Instagram, je traite de la dépendance affective, je traite aussi de l'épanouissement personnel, je traite aussi de choses un peu plus concrètes sur le terrain, c'est-à-dire par exemple tous ces sujets de il veut pas s'engager, mais moi je reste, il n'est pas disponible, mais je suis amoureuse de lui. En fait, c'est tout le temps des paradoxes qui font référence à tout un tas de choses que j'ai dites, mais j'essaie de les traiter plus en détail. Ou alors des trucs un petit peu plus, parfois qui peuvent paraître superficiels, mais qui sont importants pour certaines personnes, comme mais il regarde mes stories, mais en fait c'est mon ex, ou il répond pas, mais il fait des stories. Tu vois, des trucs où finalement, là on est dans la posture, c'est-à-dire que à la base, il y a des blocages et des blessures dont elles n'ont pas conscience, ce qui fait qu'en fait, dans des choses aussi superficielles qu'un homme qui répond pas à tes messages parce que soit il est occupé, soit il s'en fout, bah, tu sais pas vraiment est-ce que c'est plutôt la situation A, donc voilà. Moi, je me reconnais totalement dans ça en plus. Ah, c'est drôle. Bah ouais, moi avant j'étais vraiment comme ça. Je me rappelle que un truc aussi dont j'ai pas parlé, mais qui peut être intéressant, peut-être s'il y a des femmes qui vont se reconnaître, c'est que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me faisais des playlists entières de Alexandre Cormon, de Yann Piette, tu sais, tous les coachs en amour qui te disent ok, alors pour les séduire, il faut que tu lui envoies ça, il faut que tu fasses ci. S'il ne te répond pas pendant 2 heures, tu ne réponds pas pendant 4 heures. Mais moi, j'étais tellement dans le truc que des fois, il ne me répondait pas pendant, je sais pas, 6 heures, je ne répondais pas pendant 12 heures. Enfin, ça devenait des trucs de malade, tu vois. Je me rappelle, je me faisais des plans, mais un truc de fou. Je me faisais des plans sur mon carnet. Genre, en fait, je me faisais un plan sur 2 semaines. Donc, mardi, il m'a envoyé ça, ça m'a fait chier. Du coup, je ne vais pas répondre avant jeudi. Et s'il ne répond pas avant vendredi, bah, je ne vais pas répondre. Mais ça devenait un truc de malade. Et en fait, il n'y avait que ça dans ma tête. Ce qui faisait qu'en fait, moi, j'étais en mode plan. Mais au fond de moi, j'étais super frustrée parce que c'était n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as qu'une envie, c'est de voir la personne, quoi. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Alors que je rigole, bien sûr, il ne s'agit pas de juger. Alors moi, forcément, j'ai ma vision de moi-même à cette époque-là, donc je me permets de un petit peu le caricaturer, mais c'est pas ça des relations, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas construire des projets sur ça si à chaque fois que tu te calcules un truc de non, mais il faut qu'il réponde ça, sinon ça va pas, et puis moi je vais dire ça, c'est trop compliqué, ça fait mal à la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Donc, puis voilà, et puis le paradoxe de tout ça, c'est que quand tu es dépendante affective, tu n'oses pas parler à l'autre en vérité, tu n'oses pas lui dire. En fait, moi, je me rends compte que la plupart de mes réponses à ce genre de problématique, bah, souvent, c'est la communication. C'est qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux ça. Et être capable déjà de dire, écoute, moi, je veux ça. Moi, j'aimerais bien me marier avec toi. Moi, j'aimerais bien, parce que je t'aime. Et le fait d'assumer ce que tu penses et d'être capable de voir la réponse de l'autre et de regarder aussi ses actes plutôt que ses paroles, c'est quelque chose qui semble facile, mais qui n'est pas si évident que ça pour ce genre de personnes-là. Et le fait de communiquer et d'être capable de se prendre un je t'aime bien, mais sans plus, c'est pas forcément facile. C'est pour ça qu'à mettre en place tout un tas de techniques complètement rocambolesques, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as des choses à rajouter justement par rapport à ça donc on a fait un peu le tour de ce qui était la dépendance affective dans le couple, de ce que tu proposais. Et du coup, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, peut-être. Ouais, j'ai peut-être 2 choses à rajouter. Peut-être des précisions. Alors, pour ceux qui veulent plus de précisions sur la dépendance affective, donc tout à l'heure, j'ai parlé de la source, j'ai énormément insisté sur le cocon familial.
On parle aussi beaucoup des figures d'attachement pendant l'enfance qui n'ont pas été assez sécurisantes pour l'enfant. Elles ont pu l'être pour les parents, c'est-à-dire qu'on a pu avoir des parents pas spécialement chaotiques, violents, etc. Mais la façon dont nous, on l'a vécu a été vécu comme un abandon, comme un rejet, comme une humiliation. Ça a pu aussi être des événements ou des faits qui n'ont pas été malveillants à notre égard, mais qui pour nous ont été vécus comme des ruptures et comme des pertes, comme par exemple la perte d'un parent proche quand on était jeune, ou le fait qu'un parent soit malade. Tu vois, tout ce genre de choses qui nous font trop vite grandir et où on n'a pas les bases stables pour grandir. Voilà, et puis après les événements de vie quand on est ado, adulte qui approfondissent ça. Les conséquences, une estime de soi basse et instable, c'est-à-dire que on prend ce qu'on peut, on crée notre estime de soi avec ce qu'on peut, mais en fait elle est basée sur des bribes d'informations qu'on nous a collées, des étiquettes et beaucoup de croyances limitantes aussi par rapport à nous et à notre valeur. Ce qui fait que du coup on se positionne en bas et l'autre généralement plus en haut. Et on va chercher la reconnaissance et l'amour à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Le danger, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est important de le redire, beaucoup de mauvaises rencontres parce que ça paraît logique, mais du coup quand on est dépendant affectif, on va chercher dans nos relations un amour assez grand pour remplir le manque profond d'amour qu'on a. Et généralement, cet amour assez grand, ça se retrouve beaucoup dans les relations chaotiques parce que c'est des relations où il y a énormément de grande valorisation de soi au tout début, c'est un truc de fou, c'est intense, c'est très beau. Et même dans les émotions, quand c'est très bas, on se sent, on se sent vivre en fait. C'est assez paradoxal, mais quand on est dépendant affectif aussi, on se sent très seul quand on est tout seul justement, alors que dans nos relations, on se sent vivre et on a besoin de vibrer à travers l'autre, à travers la relation. C'est pour ça que souvent, on le voit sur les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est quelque chose que les gens, ils font beaucoup de plaisanteries dessus, mais en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que moi, je tombais sur des vidéos TikTok où les filles disent quand mon mec toxique m'appelle et que moi je dis non, c'est fini, mais en fait, quand il m'appelle, je suis déjà en train de préparer mes affaires pour y aller. C'est bien que quelque part, on aime ça aussi, tu vois, on aime le côté c'est fini, ça repart, c'est fini, ça repart, je t'aime plus, je t'aime. Et en fait, on a l'impression que, tu vois, on est dans les cœurs brisés de l'amour, mais en fait, on est quelque part, on vit à travers ça. Et c'est très toxique parce que c'est juste en dents de scie. Et puis, justement, c'est cette frustration dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on n'a que ça en tête et plus rien d'autre n'a de sens. Et aussi par rapport au pervers narcissique, alors pourquoi les deux s'attirent très très souvent, c'est que justement le dépendant affectif cherche une énorme valorisation de la part de l'autre, que lui apporte le pervers narcissique, en tout cas au début dans la phase de séduction, la phase de lune de miel. Et le pervers narcissique, lui aussi, il a une énorme faille narcissique, une énorme blessure affective et une estime de soi qui est haute et instable, c'est-à-dire qu'il a une estime de soi qui est supérieure par rapport aux autres, mais qui au fond est très instable, et il va chercher cette valorisation par la dépendance de l'autre, et c'est pour ça qu'il s'attire, parce que chacun des deux trouve son compte dans la relation, même si le dépendant affectif, à la fin, il est complètement fatigué, exhausté. Voilà. Peut-être dire un mot sur les besoins essentiels affectifs que l'on a et qu'on n'a pas reçus étant enfant dans la dépendance affective. Ouais. Alors, il y a le besoin d'autonomie, le besoin de parler, de s'exprimer, d'être reconnu, d'être respecté, de recevoir de l'attention, d'être accompagné, de recevoir de la tendresse, des compliments, de la confiance, le partage et le jeu aussi pour l'enfant, un parent qui va nous donner le temps de jouer avec nous. Donc voilà, ça c'était important, ça fait partie des besoins dont on parlait tout à l'heure et de reconnaître le besoin qu'on a derrière nos manques. Et enfin, un dernier mot qui me paraît important, c'est, j'ai beaucoup parlé de dépendance affective, mais en fait, dans la dépendance affective, il y a deux formes. Il y a la dépendance affective classique avec j'allais dire la SDF de l'amour, c'est-à-dire je récupère les miettes d'amour que je peux choper dans mes relations. Et il y a la contre-dépendance affective. Et là, c'est une dépendance affective qui s'est construite autour de sa tour d'ivoire. C'est vraiment ce que j'ai tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai tellement peur d'être en relation avec l'autre parce que je sais qu'avant, j'ai été comme ça, j'ai été dans la dépendance affective à l'autre, que maintenant, je suis complètement contre-dépendant. C'est-à-dire que je suis en haut de ma tour d'ivoire, je me protège, je ne fais pas confiance à l'autre. Ouais. Même si je suis en relation, je m'investis très peu, je suis très peu dans les sentiments. Mais en fait, au fond, j'ai besoin de ce lien-là, sauf que je ne le dis pas.
et je suis l'opposé de la dépendance, mais au fond, j'ai la même blessure, je suis pareil, c'est juste que la façon de s'exprimer va être différente parce que je vais penser en tout cas que c'est en me protégeant de l'amour, en étant le moins dans les sentiments possibles que je vais me protéger. Sauf que c'est pas du tout le cas parce que les relations, elles sont vécues sur tu vois, un petit peu, j'allais dire le mode sanitaire, c'est un petit peu 1 mètre de distanciation, attention, faut pas. Non, mais finalement, ça devient des relations comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement réglementées. Tu vois, c'est un petit peu comme quand on dit souvent, quand on parle des signes astro, on dit souvent que les versos sont très peu dans les sentiments. C'est marrant en plus parce que je suis verso et je suis pas du tout comme ça. Mais tu vois, c'est ce côté, non, mais m'approche pas trop, s'il te plaît, tu vois, genre. Tu vois, ce côté-là. Donc voilà. Et puis pour celles qui veulent être accompagnées et faire un bilan avec moi pour savoir si l'accompagnement va vous convenir et si effectivement je peux vous apporter des choses donc dans la réparation des blessures affectives, dans la posture relationnelle, je t'enverrai un lien, Caro, à mettre dans ta description pour pouvoir réserver votre appel de coaching. Donc c'est un appel de 30 minutes offert. D'accord, mais c'est super ça. OK, ben oui, comme je disais, donc je mettrai dans le lien, de description tous les liens du compte Instagram. Est-ce que tu as une page Facebook par hasard? Ouais, j'en ai une, mais je vais la supprimer. Donc non, D'accord, j'en ai pas. OK. Donc ton compte Instagram, l'appel téléphonique et tout ça et aussi donc je vous rappelle d'aller me suivre sur mon compte Instagram caropisfr et sur mon groupe privé La Communauté de l'amour sur Facebook et en tout cas, beh, merci beaucoup, Chloé d'être venue de Merci la à détente toi, avec c'était moi. génial. C'était top. J'ai appris plein de choses, franchement, super Yes. et puis voilà, hein. Vous retrouverez Ouais, bah ouais. l'extrait de la vidéo sur Instagram et la vidéo donc en intégralité sur YouTube. Voilà. Bah, merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, le plus important, c'est de prendre conscience des blessures que l'on a. Et c'est vraiment la première étape pour pouvoir prendre soin de soi et vivre ses relations autrement. Ouais. Merci, Caro, pour cette invitation. Ben, merci à toi. Bisous à tous. Au revoir. Salut, au revoir.